Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite question à te poser à propos de l'évolution des arts martiaux en France. Comment ça a évolué chez nous et vers où ça va aller, quoi, la prochaine direction, quoi. Voilà. Alors tout C'est ce qu'on me dépend dit. de ce qu'on appelle arts martiaux. Comme j'avais déjà démontré plusieurs fois, quand on regarde sur un dictionnaire des années début 70, quand on cherche par exemple la judo, on voit technique d'activité physique, sport japonais. Quand on regarde karaté, d'abord ça y est pas. Aikido, ça y est pas non plus. Mais bon, et quand on regarde art martial, il n'y a pas arts martiaux. Quand on regarde art martial, on voit qui a rapport avec le fer et qui a rapport avec Mars, le dieu de la guerre. Et on ne parle pas d'arts martiaux. Dans les années 75, début 80, effectivement, là, on va commencer, sur les dictionnaires, à voir art martial, sport de combat japonais. Et quand on regarde à karaté, on voit sport de combat japonais, art martial. Quand on regarde à judo, art martial, sport de combat japonais. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a décrété que les sports de combat des années 1900 et des poussières devaient être considérés comme des arts martiaux. Alors ça, c'est une définition très française, non? Très française et très moderne. C'est-à-dire, on parle d'arts martiaux en parlant des sports de combat et de l'aïkido, par exemple, à partir des années 1975 vers là, quoi. Donc, le judo était plus, dans l'esprit de Jigoro Kano, une technique pédagogique, technique pour inclure les jeunes dans la société. Voilà, c'était plus de ce côté-là, c'était plus ce côté pédagogique plutôt que le côté sportif. Et ça a changé avec, entre guillemets, l'évolution. On va dire le déroulement du temps, autant que le temps peut se dérouler, enfin, le déroulement du temps. Ensuite, il y a eu un petit peu, comme je disais, l'avant Bruce Lee, l'après Bruce Lee. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Par exemple, dans les livres de ninjutsu, depuis peu, on voit, j'avais mis ce tableau que j'adore ce tableau, où l'on voit qu'est-ce que l'on connaît des ninjas. On commence un petit peu à faire une enquête sur le ninjutsu. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on connaît des ninjas? Ben, ça commence avec les mangas des années 1911, voilà, Sarutobi Sasuke. On ne parle pas de judo à cette époque-là dans les mangas, on ne parle pas de karaté encore moins, puisque le karaté est arrivé au Japon en 1921-22, et encore moins d'aïkido qui est arrivé, lui, dans les années 50-60. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on connaît? Après, le Japon est, on va dire, est occupé par les États-Unis, enfin, l'Angleterre, etc. Donc on interdit toute pratique martiale, c'est-à-dire le sabre, le bâton, on brûle les armures de kendo. MacArthur jette des sabres de samouraï, des vrais katanas dans la baie de Tokyo. Voilà, pour dire maintenant c'est terminé, on ne joue plus au Moyen-Âge, on décapite plus les gens, on rentre dans l'ère moderne. Voilà. La deuxième ère moderne après Napoléon III en 1872, quand il y a eu l'interdiction des samouraïs. Voilà, donc à partir de ce moment-là, plus de judo, plus rien, quoi. 1945. Sauf le karaté qui lui était une boxe chinoise et qui n'a pas été interdite, puisque d'origine chinoise. Mais le kendo, le judo, l'aikijutsu, le jujutsu, tout ça, c'était. Enfin, l'aikijutsu n'était pas encore là, il était vraiment assez balbutiement. Donc qu'est-ce que l'on connaît, on va continuer sur le ninjutsu. Qu'est-ce que l'on connaît des ninjas? Et bien tout d'un coup, il y a les James Bond Girls, les années 60-61, tout ça. Donc James Bond, hop, toute une flopée de films, Shinobi no Mono, toute une flopée de séries, on va dire, télévisées sur les ninjas. Avec des femmes ninjas, c'est-à-dire James Bond Girls ont fait adopter par les Japonais l'idée qu'éventuellement il pouvait y avoir des femmes espionnes, des femmes ninjas, ce qui n'est pas du tout le cas historiquement, bien sûr. Et puis après, il y a eu Jiraiya, il y a eu tout ça. Bon, ça c'est pour le côté ninjutsu. Maintenant le côté art martial, on va dire. Le côté art martial, ça a été interdit en 1870. C'est-à-dire qu'en 1870, on a supprimé les samouraïs et tout le monde pouvait faire partie des troupes guerrières par le service national, institué sur le modèle français de Napoléon III, où on armait même des paysans qui n'avaient jamais tenu d'armes, on leur donnait un fusil, ils étaient tout contents parce qu'ils pouvaient être des guerriers, chose qui a été interdite à leur rang.
Donc l'art martial, il est devenu l'art du fusil, l'art du canon, voilà, l'art des forces spéciales, l'art des militaires. Maintenant, si on prend, nous, notre idée de l'art martial, et là on en revient, et je reprends sur l'étude des ninjas, qu'est-ce que l'on connaît des arts martiaux? Ben, on connaît les films chinois, faut pas dire n'importe quoi. On connaissait OSS 117 dans les années 50-60, ensuite les James Bond, où, avec le Docteur No, la revanche du Docteur No, de cet Orient mystique, Extrême-Orient magique, où les pratiquants d'arts martiaux avaient des pouvoirs magiques, disparaissaient, pouvaient vous hypnotiser. Donc beaucoup ont commencé à pratiquer en France dans les années 60. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, il y avait surtout le judo. Des arts martiaux asiatiques, parce qu'il y avait quand même une promesse de pouvoir magique derrière. Je ne parle même pas du kung-fu. Le kung-fu, c'est plus arrivé dans fin 80, fin 70, quoi. Bien après la mort de Bruce Lee et le feuilleton avec Carradine. Feuilleton qui aurait dû être joué par Bruce Lee, mais qui était jugé trop arrogant. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on connaît nous de l'art martial? Du kung-fu, on connaît les feuilletons américains, les films chinois, comme je disais, où les gens s'envolaient avec un bruit de colombe qui s'envole, et où chaque coup de poing était un coup de fusil. On connaissait ça. Ça, c'est l'avant Bruce Lee. Ensuite, il y a eu Bruce Lee, où là, il a travaillé un petit peu plus de techniques de lutte, de projection et de frappe, et c'est devenu beaucoup plus spectaculaire. Et après, il y a toutes les imitations de Bruce Lee. Il ne faut pas se leurrer. Tous les gens qui ont fait les arts martiaux, entre guillemets, c'est pas les arts martiaux, c'est de la cascade de cinéma par la suite, c'était des imitations de Bruce Lee, même encore maintenant. Que ce soit Van Damme, que ce soit tout ce qu'on veut. Donc, après, le principe, c'est nous, ces choses-là sont arrivées chez nous, on a dit, voilà, ça c'est de l'art martial, donc je vais dans des clubs d'arts martiaux. Mais si on va dans un club d'arts martial où on nous fait tenir dans une posture pendant 20 minutes, où on travaille sur la structure, par exemple, comme le systéma, qui est un art militaire au départ, donc un véritable art martial, les gens s'en vont. Ils veulent ce qu'ils ont vu dans les films, ils veulent du cinéma, ils veulent de la cascade. Et comme j'ai expliqué encore hier, va arriver un moment, comme aux États-Unis, où Dacascos et Tony Jaa et d'autres cascadeurs, donc d'autres acteurs, donnaient des stages d'arts martiaux. Entre guillemets, arts martiaux évidemment, des stages de cascade évidemment. Mais voilà, c'est comme si en France, un cascadeur, c'est comme si Rémi Julien, par exemple, qui était le monsieur cascade de voiture, donnait des cours de conduite, par exemple. Et encore, il aurait pu expliquer, hein, mais bon, s'il fait de la cascade, c'est plus des cours de conduite. Donc si on fait du cinéma, c'est plus de l'art martial. Comment arriver à faire un art de self-défense en faisant de la cascade? Pour la défense, c'est pas mal, mais pour frapper, non, puisqu'on fait semblant quand on fait de cascade. Donc je pense qu'effectivement, les gens qui font aux États-Unis, et peut-être un jour en France, c'est-à-dire les gens du cinéma, viennent faire des stages d'arts martiaux parce qu'ils font des films d'action, ça va être sympatoche pour recevoir les coups, pour faire semblant de tomber, etc., pour se recevoir sur le sol. Mais pour ce qui est de l'attaque, ça va être complètement bidon. Puisque c'est déjà bidon, au départ, c'est déjà bidon. Donc voilà, autant quand les gens qui font du spectacle de gladiateurs ou d'épée à deux mains ou de Moyen-Âge, ils apprennent à manier les épées, et parfois ils s'envoient des patates, autant il y a les compétitions là, de combat en armure, où là ils s'envoient des patates pas possibles avec des armes non tranchantes, autant dans la rue, le jour où ils sont attaqués et qu'ils prennent un manche de pioche ou une batte de baseball, autant ils vont être efficaces, ça c'est clair. Parce qu'ils font des coups portés, parce qu'ils cherchent vraiment à défoncer, sauf que le mec en face, il n'a plus d'armure, et là ça va faire très mal. Autant les gens qui font du cinéma, où quand le coup de poing arrive ici, la caméra filme par derrière, on entend un bruitage, la personne se jette en arrière, autant ça c'est du pipeau, c'est du cinéma, et c'est pas en faisant ça que vous allez apprendre à ni attaquer ni à vous défendre. Par contre, se jeter au sol, faire des roulades, tomber d'une chaise, tomber d'une table, tout à fait. J'avais vu il y a quelques années, il y avait un BPGEP de cascade, un truc comme ça, dans le cadre de gym ou des diffs de cascade, je sais pas, j'avais vu ça. J'ai trouvé ça sympatoche, où on apprend les gens de sauter d'une grande hauteur et de tomber sur des cartons. Sauf que c'est bien quand on fait du tournage, avec quelqu'un qui a du matériel, c'est un peu moins marrant si vous êtes sur un balcon et que vous vous jetez, vous tombez à plat d'eau sur le bitume. Sauf si on fait du live. C'est-à-dire, c'est ce qu'on veut tromper les gens en faisant croire que quelqu'un est sur un balcon, saute
Donc évidemment le cascadeur tombe sur du carton qui est bâché, des tas de cartons bâchés. On enlève tout ça et on met effectivement le héros du film qui se relève après être sur le dos. Mais ça c'est un tour de passe-passe, c'est du découpage, c'est du montage, c'est faux, comment on peut dire, c'est du cinéma. C'est comme de la magie par télévision. Oui, bah c'est un petit peu les films de Méliès, les premiers films de Méliès où il y avait une flamme et pouf, tout d'un coup il y avait le magicien qui apparaissait. Ouais, c'est parce qu'il faisait une coupure dans l'image. Alors que l'œil n'arrive pas à faire cette coupure dans l'image. Pour lui, tout ce qui est devant lui est vrai, quoi. Tout ce qui est virtuel est vrai. Parce qu'il est fait pour voir des choses vraies. Et quand la personne arrive là, traverse un mur, voilà, disparaît, voilà, on est dans l'émerveillement. Quand quelqu'un reçoit un coup comme ça, ou un coup de pied, et puis on voit qu'il traverse un mur, on est dans l'émerveillement. Les types irréductibles qui se prennent 10, 20, 30 coups de poing dans la tête, des coups de coude, des coups de pied, et puis qui sont toujours debout, on est dans l'émerveillement. Le type qui arrive, parce qu'il est en kimono, il a des pouvoirs magiques, on est dans l'émerveillement. On aime bien être émerveillé, parce que ça parle à l'enfant qui est en nous. Donc vous allez voir un film. Alors, il y a des modes, hein, avec Dacascos, ça a été pendant longtemps la mode de la capoeira. Il y a eu avec Rocky la boxe, pour les sports de combat. Bruce Lee, ça a développé le karaté alors qu'il n'avait jamais fait de karaté, mais il n'y avait pas vraiment de structure pour le kung-fu en France à l'époque, et encore moins pour le jet kundo. Voilà, donc c'est l'évolution. L'évolution, ça me fait un petit peu peur, parce que si vous faites du vrai art martial, on va dire vous faites du paramilitaire, alors que au Japon comme en Russie, tout ce qui est martial, c'est militaire. Le kendo et le jujitsu du Kodokan, c'est surtout pratiqué par les policiers et les militaires au Japon. Voilà, en Russie, bon, l'armée, le sport et l'armée, c'est une seule et même chose au départ. Et en France, je crois qu'il y a 3 grandes voies. Vous avez la voie du spectacle, vous avez la voie du sport, de compétition, et vous avez la voie de l'art martial. Donc la voie de l'art martial véritable, il n'y en aura pas beaucoup. Parce que quand je vois par exemple Michael Herbko ici, bon, il n'est pas avec des cascadeurs, il n'est pas avec des artistes du spectacle, c'est pas des médailles en chocolat, c'est quelqu'un des forces spéciales russes. Voilà. Donc le système va se développer forcément, hein, c'est clair, hein, c'est obligé. À un moment, il va y avoir une prise de conscience sur les gens qui font du cinéma ou du sport, quand ils seront pris 2-3 volets dans la rue, qui vont peut-être se dire je l'ai échappé belle, bon, maintenant il faut être sérieux. Voilà. Donc je pense que la voie du sport, la voie de l'art martial, la voie du cinéma, il va y avoir beaucoup de voies de cinéma parce que on devient de plus en plus immature, c'est-à-dire que les personnes qui ont 30 ans maintenant, c'est ceux qui sont nés avec des écrans dans les années 80, qui jouent au Game Boy, qui jouent aux jeux vidéo, qui croient tout ce qu'ils voient un petit peu quelque part, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, au moins jusqu'à une quarantaine d'années, le temps que le cerveau se mature, on va dire, mûrisse. Donc je pense qu'il va y avoir plein de dojos, entre guillemets, hein, de salles de spectacle, où le professeur fait son show devant ses élèves, émerveillés, parce qu'il fait ce qu'il y a dans le cinéma, quoi. Donc ça s'appelle faire du cinéma. Donc il va y en avoir pas mal, avec des mouvements très rapides, 7-8 coups de poing sur le bonhomme, 10 coups de couteau sur le bonhomme sans qu'il bouge. Voilà, c'est joli, c'est beau, ça attire l'œil, ça intrigue, ça excite un petit peu nos neurones. Et puis il y aura le sport, hein, il y aura toujours le sport qui fait transpirer, qui fait monter l'adrénaline, qui nous accroche un petit peu, qui nous addicte aux endomorphines qui suivent l'excès d'adrénaline. Il y aura ça. Donc dans tous les cas, autant faire du sport dans le sens où je vais m'entraîner et brûler mon adrénaline en m'exprimant sur des sacs de frappe et en faisant des combats avec de la touche, plutôt que de donner des coups de poing dans le vide ou sur un mec qui ne bouge pas et en touchant à peine, où je ne saurai jamais si je suis vraiment efficace et je serai donc frustré à vie. Donc là c'est encore pire parce que là on n'est plus dans l'adrénaline, on reste un petit peu dans le cortisol et la frustration. Et puis il y aura toujours les arts martiaux qui eux s'adresseront aux gens qui sont responsables et qui ont vraiment envie de défendre leur famille et de se défendre eux-mêmes. Alors j'ai remarqué que souvent dans les arts martiaux, et la différence qu'il y a entre arts martiaux, sport de combat et les écoles un peu de spectacle comme tu dis, souvent dans les arts martiaux traditionnels et assez
on va dire authentique, on a souvent une pratique médicale qui est majeure au sein de l'école. Dans tout art martial. Est-ce qu'on n'a pas forcément... Est-ce que ça existe dans les autres? Est-ce que c'est indispensable dans une pratique martiale? Qu'est-ce que tu peux en dire? Si vous regardez par exemple, je vois le portrait de Maître Hatsumi. Maître Hatsumi était, on va dire, chiropracteur. Et en Kalaripayat, on dit on ne doit pas casser ce qu'on ne peut pas réparer. Donc tous les professeurs de Kalaripayat en Inde sont praticiens, sont médecins. Au systéma, tous les grands maîtres de systéma sont des gens qui pratiquent les massages, voire l'imposition des mains, la guérison par la prière aussi. Ils font des massages avec les bâtons, les fouets, voire les couteaux. Oui, ils ont tous cette pratique curative. C'est obligé, c'est yin et yang. Quelqu'un qui ne sait que détruire, ça devient un psychopathe. Par exemple, là, quand je vais faire mon stage sur les frappes, donc ce sera à la fois le systéma avec les points vitaux du ninjutsu, donc 27 et 28 octobre à Saintes, je vais parler beaucoup aussi de frappes sur les points vitaux, mais il y aura quand même une partie massage, une partie relaxation, une partie concentration d'énergie pour récupérer. C'est complètement aberrant d'arriver au combat, par exemple, sans avoir une notion de secourisme. Normalement, tous les instructeurs d'arts martiaux, de sport de combat, voire même de cinéma, devraient avoir une formation de secourisme. Le PSC1 au minimum. Ce qu'on fait à l'armée quelque part, non? À l'armée, tout soldat tout le monde est secouriste. A sa notion de secourisme, comme dans une troupe, le sergent apprend par exemple à utiliser une radio alors qu'il n'est pas radio, même le caporal-chef. Ils apprennent à utiliser une radio même s'ils ne sont pas radio. Ils connaissent le principe du sniping même s'ils ne sont pas snipers, à savoir qu'il faut qu'ils puissent se débrouiller un peu tout seuls. Alors c'est vrai que dans une troupe, chacun a sa spécialité, mais connaît au moins une partie de ce que fait l'autre. Sinon, une fois que le radio est tué, plus personne ne sait utiliser la radio. Une fois que l'infirmier est tué, plus personne ne sait faire un garrot, arrêter une hémorragie, donc c'est quand même aberrant. Donc non, bien sûr, tout le monde apprend, tout le monde est censé apprendre. On parle par exemple dans le monde celte, puisque j'ai le machin sous les yeux, dans le monde celte, les druides apprenaient à se battre. C'était à la fois des médecins, à la fois des savants, mais ils apprenaient aussi le combat. Les druides, voilà, il y a beaucoup d'histoires où des druides, parfois des femmes, druides, apprennent aux gens à se battre, aux guerriers célèbres. Est-ce que c'est des légendes? Est-ce que ça fait partie de la légende? Mais ça a été cité. D'accord. D'autres questions? Eh bien donc, vu que tu nous proposes 3 possibilités pour repérer, en fonction de ce qu'on veut faire, différentes pratiques, on va pouvoir faire du spectacle, on va pouvoir faire du sport ou des arts martiaux véritables. Qu'est-ce qui est le meilleur moyen de s'assurer qu'on ne s'est pas trompé de direction? On fait ce qu'on veut. Si quelqu'un, tant qu'on assume bien, quelqu'un qui a un ego démesuré, qui a un manque de reconnaissance, il vaut mieux qu'il fasse du cinéma. Il va faire un peu de gonflette, il va prendre des produits dopants, il va avoir un t-shirt bien serré sur lui, et puis il va faire le cacou. C'est des gens qui ont manque de reconnaissance, mais c'est ce qu'il lui faut, c'est thérapeutique. Quelqu'un qui a vraiment envie de donner sa vraie puissance et qui n'aime pas faire semblant, ben lui il va faire des sports de combat. Voilà. Après quelqu'un qui a comme souci de sécurité de sa vie, etc., ou qui veut retransmettre une culture, effectivement il va faire l'art martial véritable. Je prends cet exemple, ces petites photos que l'on voit là. C'est Mikhail Ryabko en systéma qui explique que les snipers, les gens des unités spéciales, ils n'ont pas des têtes d'assassins, ils n'ont pas des têtes où ils veulent faire le méchant, ils ne veulent pas faire l'animal, puisque c'est le fusil qui tire, donc on leur apprend à méditer, à se relâcher, à contrôler le stress, à gérer un petit peu les émotions, et pour arriver à bien tirer, à remplir leur mission, voilà. Mais ils ne vont pas faire comme ça en faisant des grosses grimaces, ça c'est du cinéma. Quand je suis passé sur Karaté Magazine en 92 je pense, j'ai vu la photo là, je vais la retrouver, le Kader Malek, qui était le journaliste qui réalisait l'interview, me demandait de faire des grimaces quand je faisais une clé de bras par exemple. Alors moi je ne voyais pas pourquoi il fallait que je fasse une grimace pour faire une clé de bras.
parce que faire une clé de bras ne nécessite pas de faire une grimace. Oui, mais ça fait bien, parce que voilà. En fin de compte, les Américains, si vous regardez les livres américains des années 70-80, vous voyez les gens en train de faire des gros trucs comme ça avec des sabres, des nunchakus ou des saïs. Est-ce que parce qu'on a un nunchaku et un saï à la main, on est plus fort quand on fait une grimace? Bah, évidemment que non. Donc, certainement pas, je dirais. Bien au contraire. Donc, il me demandait de faire les grimaces pour que ça paraisse crédible. Donc, est-ce qu'une clé va être plus crédible quand on fait une grimace? Bah, en gros, c'est ce qu'on me demandait de faire, quoi. Donc, c'est un petit peu aberrant. Après, pour le spectacle, eh ben, on vous demande effectivement que ça se voie à l'écran. Quand vous recevez un coup, il faut vraiment montrer que vous avez mal. Quand vous donnez un coup, il faut vraiment montrer que vous faites mal. Enfin, c'est celui qui prend le coup qui va faire la grimace, c'est pas celui qui le donne, quoi. À moins qu'il se casse le poing sur la tête. Hein. Faut savoir que le poing, la main est faite pour cueillir des fruits, des bananes, voire prendre des outils, comme on voit chez les singes. C'est pas fait pour donner des coups de poing sur des boîtes crâniennes qui, elles, sont prévues pour protéger le cerveau. Donc, tout ça, c'est important. Donc, ta question, tu me disais si tu voulais... Comment se faire tromper? Comment ne pas se tromper? Qu'est-ce qui va nous indiquer qu'on va dans la bonne direction? Que je suis pas en train de faire un art martial alors que je veux faire du spectacle et que je suis pas en train de faire du spectacle. Déjà, on va être trompé parce qu'on va appeler tout ça art martial. Déjà. Au départ, le monde marchand appelle tout ça art martial. Alors que d'un côté, il y a du spectacle. Même si c'est le prof qui se met en spectacle et que nous, on a vu des films et puis ça correspond si ça correspond à ce que vous avez vu dans les films, ça peut pas être de l'art martial. Ça peut pas être du sport, à moins que vous voyez un film sur Rocky, voilà, à part qu'il va donner des grands crochets super spectaculaires et prévisibles, parce que c'est du cinéma. Comment dire? Je pense que dans l'évolution, les gens évoluent. Ils ont joué pendant 30 ans aux jeux vidéo, donc le type qui a 30-35 ans, il va faire du cinéma. Il y a 9 chances sur 10 qu'il fasse du cinéma, il veut du spectacle. Parce que c'est sa notion, sa compréhension de l'art martial. Bon, moi, à mon époque, quand j'ai commencé le karaté, on avait des anciens d'Algérie. Il fallait avoir 18 ans pour faire le karaté. Pour commencer. C'était souvent des anciens d'Algérie qui venaient faire ça. Donc, beaucoup de pieds noirs faisaient du karaté. La fédération française du karaté, elle a pratiquement été faite à 80% par des pieds noirs. Donc, des gens qui avaient connu quand même des événements, on va dire, qui avaient subi des chocs émotionnels. Et après, ils ont été en manque de reconnaissance. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et... je pense qu'il y a une évolution dans notre vie. Au début, on est un enfant, papa, puis on fait du cinéma, et après, après on mûrit. Après on mûrit. Moi, je prends toujours, je crois que c'était Rocheteau qui disait ça en foot. Voilà, à 32 ans, on pose son short, on pose son ballon, et on prend sa retraite de footballeur et on passe aux choses sérieuses, on s'occupe de sa famille, et on prend un vrai métier. Là, c'est pareil. Je pense qu'arrivé à un certain âge, on arrête de faire l'andouille, on arrête de faire l'enfant, et puis on est sérieux. Ou alors ça veut dire qu'on n'a pas maturé, on n'a pas mûri dans son cerveau. Alors une fois qu'on a continué à faire le clown, sauf si vraiment on veut faire de son métier cascadeur ou bien fabricant de kata pour faire Bercy tous les ans avec une troupe qui fait Bercy. On est à ce moment-là professionnel du spectacle. J'ai rien contre les professionnels du spectacle, mais c'est du professionnel du spectacle. Comme par exemple, il y avait des gens qui passaient dans les cirques dans les années 70, une troupe africaine, et ils se sont mis à faire des spectacles de capoeira. Il y avait la une troupe de Benny Urquidez, un truc comme ça, qui avait pris dans les années début 80, qui faisait des troupes aux États-Unis, qui sont venus d'ailleurs à Bercy, qui faisaient soi-disant des démonstrations de boxe américaine, alors que c'était du spectacle, boum boum boum, avec des boucliers remplis de farine, chaque fois qu'ils tapaient, il y avait de la fumée. Il y a eu les modes ninja où il y avait des professionnels, c'était les mêmes mais avec des cagoules, hein, comme on a eu dans la région Kim Silver qui faisait nunchaku mais avec une cagoule et c'était annoncé comme étant la troupe Ninja Force. Et ensuite, il y avait quoi? Il y avait
des gens qui faisaient les Shaolin. Vous avez les troupes de Shaolin, par exemple, qui sont des professionnels du spectacle, non pas des artistes martiaux ou des sportifs. C'est des gens du cirque de Pékin qui font beaucoup d'acrobatie depuis qu'ils sont tout petits et qui font des tournées. Donc il y a les tournées de hip-hop, qui étaient les mêmes qui pratiquement ont fait de la capoeira 5 ou 6 ans après quand le hip-hop a baissé, que la mode était plutôt à la capoeira. C'était les mêmes mais habillés différemment. Les mêmes blacks américains qui au lieu de faire du hip-hop faisaient de la capoeira. Donc ils ont commencé dans les cirques, après la télévision américaine, dans des shows, et après ils sont venus en Europe, quand la mode a baissé un petit peu aux États-Unis et a monté en Europe. Ce sont des professionnels du spectacle, des gens du cirque et tout ça. Voilà. Maintenant, ce qui est grave, pour moi, c'est de trouver des gens qui sont dans des dojos, qui sont plus proches des gens du cirque, et qui disent à faire des arts de défense ou des arts martiaux. Là, c'est quand même un peu plus grave, quoi. Mais c'est bien, ça peut plaire aussi aux gens qui n'ont pas mûri. Hein. Comme je parle toujours de cette génération qui n'a pas d'empreinte, qui n'a pas d'emprise sur la réalité, parce qu'ils ont joué pendant 30 ans avec des jeux vidéo, parce qu'ils sont nés avec ça, c'est pas, je les critique pas, ils n'ont pas le choix. Ils sont le nez dans les écrans depuis qu'ils ont 2 ans, quoi, voire même avant, quoi. Donc, voilà. Donc c'est l'évolution. L'évolution va être certainement, s'il y a une guerre, par exemple, s'il y a une guerre civile ou s'il y a des menaces de guerre, les gens vont peut-être commencer à vouloir être sérieux. Hein. Ils vont se réveiller un matin en se disant bon, on arrête de faire les cons et faire des grimaces en donnant des coups dans le vide. On va peut-être s'entraîner vraiment pour protéger notre famille. Ça peut venir d'un seul coup. Hein. Là, j'ai vu que la mode est revenue au camo, safari, couleur militaire. C'est pas bon signe, ça. C'est toujours avant quelques conflits mondiaux. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est une question de maturité. Alors, vaut mieux tard que jamais, hein, on est d'accord. Mais il y a des gens, peut-être qu'à 15 ans, ils peuvent avoir envie de se protéger, de protéger leur famille, de protéger leurs petits frères, de protéger leur maman. Ils ont envie de faire du vrai art martial. Ils vont faire du bâton, ils vont faire apprendre à manier le sabre, le bokken, etc. Voilà, plutôt que de faire du cinéma. Et je pense que c'est une question de tempérament. Il y a de moins en moins de gens mûrs, il y a de moins en moins de gens sérieux, ça c'est clair, encore une fois à cause des écrans. Ça avait été, comme je dis, ça avait été annoncé par tous les médias en 1999 et 2000 qu'il y aurait de moins en moins de gens dans les clubs de sport parce que les gens préfèrent jouer sur des écrans. Donc du coup, pour répondre à ma question aussi, tu penses qu'il faut se sensibiliser un maximum au réel et prendre de la distance avec le virtuel quelque part si on veut avoir la meilleure clarté, la meilleure lucidité pour faire nos choix. Si on veut survivre. Pourquoi les samouraïs pratiquaient la méditation? Pourquoi les guerriers pratiquaient la prière ou essayaient de se replier sur eux-mêmes? Pourquoi, par exemple, on te dit, par exemple, avant la bataille de Poitiers, ou comment ça s'appelle, juste à côté, la grande bataille de Taillebourg, qui veut dire ce que ça veut dire, hein. Taillebourg, c'est la ville où il y a eu une bataille. On dit que, je crois que c'est Saint-Louis, s'était baigné dans la fontaine de Vénérand, hein, qui est une ascèse, hein, c'est-à-dire on se baigne dans une fontaine, dans une source, et qui a prié toute la nuit. Donc si tous les chevaliers avant les batailles devaient prier toute la nuit comme le scout avant de prendre ses vœux au départ, après ce que j'ai compris, une nuit de prière et de jeûne, tout simplement pour revenir justement dans la réalité, pour savoir que ce qu'il fait n'est pas une lubie, c'est un engagement, il risque de mourir et de tuer demain, donc il faut assumer. Donc avant la bataille, une nuit de prière et de méditation, voilà, il se replie sur lui-même. Voilà. On essaie de rassembler ses esprits. Ok. Le mot de la fin? Mais il en faut pour tout le monde. Il en faut pour les gens qui aiment bien le cirque, qui aiment bien le cinéma et qui ont envie de faire du cirque. Seulement ceux-là, quand ils se prennent une patate dans la tête, ben, ça leur fait tout drôle. Je me souviens d'avoir eu en élève en 1989 2 jumeaux. C'était même un petit peu avant 89, c'était en 88, on avait 2 jumeaux, il y avait un yang et un yin. Il y en a un qui était tout en muscles, bien gonflé, qui adorait le sucre, tout en paraître, on va dire, et qui donnait des coups de pied, qui tapait sur tout le monde, mais on ne sentait rien. Et quand je donnais des cours de karaté à Sainte, hein. Et donc ça veut dire que c'est en 81, puisque j'ai arrêté en 80 de donner les cours à Sainte, donc c'est en 81, et il y a eu son frère qui lui était totalement différent, qui aimait bien manger bien salé, qui était très
très concentré sur lui-même, très intérieur, et qui lui, quand il mettait une patate, il défonçait une cuisse, quoi. Voilà, donc il y avait un côté, un type qui était... c'était des extra-utérins, les jumeaux extra-utérins, ils ne se ressemblaient pas, donc il y en a un des deux qui était très extrapolé, comment on peut dire, extraverti, et l'autre qui était très introverti, toujours dans la méditation, toujours dans la concentration, qui parlait peu, bougeait pas, alors que l'autre c'était regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et chaque fois qu'on faisait un cours, celui qui était extraverti, il donnait un coup, puis il regardait si on l'avait vu. Ah, les dojos, il y en a plein comme ça dans les cours. Il donnait un coup de pied, regardait si quelqu'un l'avait vu, mais l'autre en face, il n'avait rien senti. Mais c'est un coup de pied très joli. Et dans la rue, une fois, je me souviens, il avait voulu se battre, il a donné un coup de pied à un bonhomme, il est tombé par terre. Alors son frangin, lui, il a donné un low kick, le type, il a fait 2 tours sur lui-même. Donc voilà, il y en a un qui était mûr, ils avaient 17 ans. Donc il y en a un qui était mûr et l'autre qui était... voilà, qui n'était pas vraiment encore mûr. Hein. Et toute leur vie a été comme ça. Hein. Ouais, donc le mot de la fin, bah, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il en faut pour les gens qui ont vraiment envie de... qui sont amoureux d'une culture parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose à prendre, à rajouter à leur culture et non pas à dénigrer leur culture française pour aller vers une autre culture. Donc il y a quelque chose à rajouter dans d'autres cultures pour s'enrichir, dans les sciences du combat. C'est pour ça qu'on a créé le monde des arts martiaux et qu'on travaille sur plusieurs continents. On étudie les techniques de combat de plusieurs continents et de différentes siècles, on va dire. Et puis il y a les gens qui veulent faire du cirque, et puis il y a les gens qui veulent faire du sport. Tout est bon. Tout est bon pour eux. Je ne parle pas en tant qu'efficacité dans la rue. Hein. Tout est bon pour eux. Voilà. Maintenant, il y a un moment, je pense qu'il faut se réveiller, aller vers le réel et pas le virtuel. Parce que bon, on peut être champion de boxe et se faire casser les poings, comme Carpentier, il me semble que c'est Carpentier, se faire casser la gueule par un chauffeur de taxi, et lui se casser les poings sur la tête de l'autre, parce qu'il n'a jamais combattu en dehors des bandes et en dehors des règles, et puis vouloir faire du spectacle, balancer des coups de pied, puis tomber sur un couillon qui va sortir une lime à ongles, qui va lui sortir l'œil, et lui faire une balafre comme ça, avec juste un petit bout de lime à ongles ou un cure-dent, parce que lui c'est un vrai combattant. Et puis celui qui fait vraiment du combat pour protéger sa famille, qui lui a développé en lui, on va dire, une certaine sensibilité qui fait que lui, il n'a même pas besoin de se battre puisqu'il a déjà senti qu'il y avait une embrouille ce jour-là dans cet endroit. La vraie pratique de l'art martial, comme dit Hatsumi, c'est l'art de la distance, c'est de ne pas être là au moment où ça embrouille. Quoi. Voilà, c'est de ne pas être là au mauvais moment. À développer ce saki qui va faire que un matin vous vous réveillez, vous dites je ne vais pas aller ici, je vais plutôt aller là. Et ce jour-là, il y a de la bagarre. Ce jour-là, il y a du couteau. Ce jour-là, il y a une activité terroriste, comme Tsumi Sensei dit. Ah, donc il y en a pour tout le monde. Très bien, merci. À bientôt.